Alors, on peut considérer que The Sandbox est aussi un média social à part entière. Maintenant que vous utilisez aussi les médias sociaux, on va dire, de l'environnement numérique contemporain. Alors, vous allez me dire si je me trompe, mais j'imaginerais assez volontiers que celui le plus utilisé par les gens de The Sandbox, c'est peut-être Discord ou X, ou vous diriez lesquels? Discord, non? Alors Discord, c'est effectivement le réseau social de communication pour les gamers. Voilà. Donc là, c'est là où on va trouver les audiences de gens qui ont déjà très souvent un PC ou un Mac, qui sont avides de communication. On va pouvoir faire du stream de jeux, on va pouvoir créer des groupes avec différents rôles et permissions. Donc une granularité assez fine pour interagir avec des communautés. On va pouvoir même mettre des bots qui vont valider, vous donner différentes fonctions, etc. Donc Discord a vraiment grossi, créé par Jason Citron qui avait créé OpenFaint, donc vraiment s'est imposé progressivement comme le média social et de communication pour les joueurs. Twitter, Instagram vont toucher des audiences assez différentes. Souvent, on va plutôt présenter Twitter comme le réseau social qui va être autour des crypto-monnaies et des tokens. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir des joueurs et des NFT, mais on va avoir effectivement sur ex-Twitter, des utilisateurs qui vont être plus des traders, des gens qui sont intéressés par les différentes tendances par rapport à l'économie du Bitcoin, des altcoins, des meme coins, etc. Et aussi des communautés Web3 qui possèdent ces NFT. On a vu ça beaucoup pendant 2022-2023 avec le Bored Ape Yacht Club et tous les PFP, Profile Picture Collection, où beaucoup d'utilisateurs. J'y pensais quand vous parliez d'avatar tout à l'heure. En fait, on n'est pas loin de cette question des PFP. Hein. Je dirais que le PFP est une version simplifiée, puisque c'est qu'une image statique et très souvent 2D de ce qu'on est. Un avatar, ça peut être une représentation complète et intégrale de nous. Et qui savent danser sur The Sandbox. Identique ou pas, hein, d'ailleurs. Dans le métaverse, on peut renaître et choisir son identité, son genre, un humain, son genre, et être humain ou non. Et un avatar a beaucoup d'expressions. Donc le moyen de communication des avatars, c'est les emotes, ces danses, ces animations qui vont permettre de véhiculer des sentiments et des émotions. Alors, il y a aussi des temporalités, des saisons, un petit peu comme en streaming pour les séries Netflix, par exemple. Donc là, je crois qu'on est sur la saison 5, c'est ça, hein. Alors, je n'ai pas bien compris à quoi ça correspondait, ces saisons. Est-ce que c'est l'occasion de lancer des nouvelles expériences, des nouvelles collaborations, notamment avec les marques, sur la fameuse map? J'ai noté, il y a quantité il y a Ubisoft, Atari, The Walking Dead, enfin, il y en a énormément, et puis des grandes marques. Est-ce que c'est ça, ces idées de saison? C'est un petit peu comme en mode, on relance? C'est ça. Dans le jeu vidéo, hein, l'un des principaux moyens en fait, de réengager les joueurs, c'est de lancer des événements temporaires au sein des jeux. Donc, une fois que quelqu'un a commencé une progression, un événement lui donne le goût de revenir découvrir les nouveaux contenus, ce qui va se passer, etc. Et en fait, ce modèle, on l'a appliqué très simplement à Sandbox. On s'est rendu compte que si on sort tout le temps du contenu, les utilisateurs ne vont pas s'en rendre compte. Mais si on a des moments forts dans lesquels en fait, on va concentrer des mises à jour produits avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités, ce qui va permettre de découvrir des nouvelles choses, des contenus et des marques, et les meilleurs contenus réalisés par la communauté de créateurs aussi, en fait, on va pouvoir créer un effet d'engouement concentré sur une période qui va pouvoir durer de 6 à 10 semaines, avec des récompenses plus importantes, plus de marketing de notre côté, des marques aussi qui vont pouvoir du coup attirer chacune leur audience et leurs fans, mais aussi se supporter les unes les autres, puisque le fan d'une finalement va rester pour aller jouer à l'expérience de l'autre, etc. Donc avoir un effet de réseau et d'amplification plus important. Et on avait pour habitude de lancer une saison par an, grosso modo, 2 maximum. En 2024, la saison 4, de novembre à décembre, finalement, avait terminé l'année sur un pic d'engouement général et les meilleures performances qu'on ait jamais eues. Cette année, on va accélérer, on va lancer 3 saisons à minimum, 4 peut-être si on y arrive,
pour justement bénéficier de cette cadence et faire croître les audiences au fur et à mesure entre. Parce que quand il n'y a pas de saison, évidemment, c'est plus calme, mais on ne revient pas à des niveaux d'activité aussi bas que s'il faut attendre un an avant qu'il y ait un nouvel événement. Et ce que ça crée aussi, c'est que ça crée une habitude pour les joueurs. C'est une certaine attente, mais une habitude qui est aussi un des éléments clés et manquants. J'en reviens au début de notre conversation. Dans Second Life, il n'y avait pas ce sentiment de il y a un événement qui arrive, donc il faut que je revienne jouer pour continuer à progresser, collectionner des différentes récompenses, découvrir des nouveaux contenus, etc. En créant une habitude, les joueurs savent que tous les 2 mois, tous les 3 mois, il va y avoir un événement spécifique dans Sandbox. Ils peuvent s'y préparer, ils peuvent éventuellement décider d'allouer du temps, d'allouer peut-être de l'argent, du Sand Token pour acheter les différents équipements, passes, etc. si ça leur plaît. En tout cas, ils savent qu'il va se passer quelque chose, ils peuvent déjà le prédire. Et alors j'ai l'impression que c'est un petit peu, peut-être dans l'idée de renforcer l'idée de The Sandbox dans la version démocratique, vous avez créé, me semble-t-il, une DAO, fameuse Decentralized Autonomous Organization. Ça, c'est vraiment pour donner un petit peu la parole, si ce n'est un peu même le pouvoir aux utilisatrices, utilisateurs. Alors, ça fait partie du white paper qu'on avait publié en 2020 sur Sandbox, cette vision d'avoir un monde virtuel avec une décentralisation progressive au bout de 5 ans. La décentralisation, elle a démarré par la décentralisation de l'économie et de la monnaie, avec le Sand Token, de l'intégralité des contenus créés par les utilisateurs, les assets, de leur identité et l'avatar, et des terrains virtuels de la map. Et la dernière étape, c'était de faire que les utilisateurs qui possèdent la monnaie ou les terrains vont pouvoir aussi influencer des décisions futures de comment cette plateforme, ce monde virtuel va évoluer, en faisant des suggestions par rapport à la roadmap de développement et aux priorités, en faisant des suggestions par rapport aux différentes initiatives qui vont soutenir l'économie, faire croître l'écosystème, attirer des nouveaux utilisateurs, souvent des programmes d'éducation, en décidant quels projets de la communauté vont être soutenus ou pas. On a du coup des développeurs tiers ont pu avoir des outils open source qui vont aider les créateurs qui sont soutenus par la DAO. Aujourd'hui, la DAO, on en est à 25 SIP, Sandbox Improvement Proposal, qui ont été votés et soutenus par la communauté. Donc ça démontre aussi, et ça c'est quelque chose d'assez nouveau dans le jeu vidéo, que les joueurs ne sont pas juste des consommateurs passifs ou des créateurs passifs, ils ont un rôle actif important dans les jeux auxquels ils vont contribuer au succès en passant du temps, mais aussi désormais en pouvant exprimer leur vote et leurs décisions par le biais de l'économie ou par le biais de la DAO. Il y a aussi un déploiement de The Sandbox avec la technologie Polygon, qui est une technologie qui intéresse beaucoup les artistes, les créatifs, les créateurs, aussi pour des questions économiques. Vous, j'imagine, ce n'est pas que pour des questions économiques ou par rapport à la communauté, ou c'est aussi pour des questions techniques, hein? Alors, on a été toujours pionnier dans l'utilisation de la blockchain Sandbox depuis 2018. On a d'abord été sur Ethereum, la blockchain principale, Polygon étant ce qu'on appelle une Layer 2, une sidechain d'Ethereum. On avait même contribué au standard, le IRC 1155 par rapport au standard d'assets NFT. Et à un moment venu, la blockchain Ethereum commençait à avoir ce qu'on appelle des gas fees, des coûts par transaction trop élevés, qui devenaient en fait inabordables. Pour pouvoir acheter un asset qui vaut $2, il fallait payer $1 de fee, ça faisait pas sens. Il faut jongler avec les heures de la journée, enfin c'est très compliqué. Voilà, en fait, c'est une des problématiques principales, c'est les blockchains. En fait, l'activité et les coûts des transactions ne dépendent pas uniquement de soi-même et son application, mais vu que c'est une base de données publique sur laquelle d'autres applications peuvent créer de l'activité aussi, en fonction d'autres applications dans le DeFi, la FinTech, etc., elles venaient impacter notre performance et nos coûts dans le jeu vidéo. Sur Sandbox, les Layer 2 ont été une solution pendant assez longtemps, et Polygon, en 2019, était la seule chain Layer 2 qui était opérationnelle en production, qui était directement compatible à Ethereum et qui commençait à monter en traction volume utilisateur et en écosystème avec des développeurs intéressants et actifs. Donc on a choisi naturellement Polygon. Depuis, on est toujours sur Polygon, mais
On regarde assez attentivement l'évolution des blockchains. Je dirais que c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de dire quelle blockchain va dominer dans cet univers. La compétition est plus rude, avec des chaînes qui sont efficaces, qui offrent des atouts intéressants pour les développeurs et des écosystèmes assez poussés. On va de Solana à Avalanche, à Arbitrum, Optimism, et j'en passe. Et on se rend compte finalement la chaîne déjà n'est plus un atout technologique et les utilisateurs, et ça doit être transparent pour les utilisateurs. Ils peuvent passer d'une chaîne à une autre finalement sans y prêter attention. Rares sont ceux qui sont aficionados d'une chaîne de manière absolue. On le voit avec les wallets qui de plus en plus sont multi-chain. Donc on va tendre vers un monde où les chaînes vont être commodités, comme des commodités, et on va pouvoir éventuellement, nous, avoir des annonces sur le sujet pour faciliter l'intégration de nouvelles chaînes, ce qu'on a déjà démarré l'an dernier en amenant le Sand sur Base et Binance Chain, par exemple.